Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité, aujourd'hui, la vaccination se poursuit dans le département, en particulier la 3e dose pour les plus de 65 ans. Malgré cela, à Montaigu-Vendée, le centre de vaccination connaît une baisse de son activité depuis quelques semaines. Il déménage donc demain dans des locaux plus petits. Désormais, 400 injections pourront être réalisées chaque jour, des doses qui seront principalement dédiées à la vaccination des seniors. Il faut savoir que le territoire est relativement bien couvert en taux de vaccination. Il y a un peu plus de 91% de la population vaccinable, c'est-à-dire des plus de 12 ans, qui ont fait un schéma complet de vaccination. Donc les besoins ont naturellement diminué. Et là, avec l'annonce du président de la République de recourir à un rappel pour les plus de 65 ans, la demande remonte à nouveau. Donc là, on s'est adapté, mais elle n'est pas au niveau de ce qu'on a connu durant l'été, au plus fort de la période de vaccination. La capacité du site est quand même significative. Elle permet facilement de passer à 4000 injections par semaine, donc de couvrir un besoin assez important. Et puis évidemment, le territoire s'adaptera aux besoins. Il y a des possibilités d'évolution sur le site actuel. Et si vraiment c'était insuffisant, on réexaminerait la situation à ce moment-là. Toujours au chapitre santé, à la naissance, il existe un test proposé aux parents pour détecter certaines maladies rares chez le nourrisson. En France, seulement 5 maladies sont ainsi dépistées. Selon le CHU de Nantes, ce n'est pas assez. Il a donc décidé de mener une étude de dépistage néonatal des déficits immunitaires combinés sévères, des maladies rares qui touchent un enfant sur 50 000 environ, mais qui peuvent être fatales dans la première année de vie. Aujourd'hui, le centre hospitalier attend la validation de la Haute Autorité de Santé pour généraliser ce test. Les explications d'Alix Lanos. Au laboratoire d'immunologie du CHU de Nantes, on explore, on analyse et on dépiste. Sur ce buvard, quelques gouttes de sang prélevées chez les nourrissons à la maternité. Ce test néonatal, aussi appelé test de Guthrie, permet de détecter la présence de maladies rares comme la mucoviscidose, mais aussi depuis peu celle de déficits immunitaires combinés sévères, des maladies rares nécessitant pour les enfants une greffe de moelle osseuse. Et si cette recherche est actuellement réalisée à titre expérimental, c'est grâce au travail mené par le centre hospitalier de Nantes. Nous suivions au CHU de Nantes en hémato-immunologie pédiatrique des enfants porteurs de déficits immunitaires combinés sévères. Et nous avons eu le cas de quelques enfants porteurs de ces maladies et qui présentaient des séquelles très importantes au décours de la greffe de moelle osseuse et au décours du traitement parce que le diagnostic avait été réalisé trop tardivement. Et donc on a eu l'idée de faire... en tout cas de proposer ce dépistage de manière généralisée en France. Et pour cela, il fallait d'abord faire une étude à grande échelle pour démontrer déjà la faisabilité au plan national. Une étude menée pendant 2 ans. Entre 2015 et 2017, 200 000 enfants nés un peu partout en France vont bénéficier de ce test. S'ensuit une longue procédure administrative pour que la Haute Autorité de Santé puis le ministère valident et mettent en place ce dépistage. Aujourd'hui, la procédure est en cours. En attendant, la recherche de déficits immunitaires combinés sévères se poursuit, mais uniquement dans les Pays de la Loire. C'est vrai que c'est une spécificité au Pays de Loire, parce que c'est nous qui avons initié le protocole multicentrique national, parce qu'on avait un petit peu de résidus de budget, et donc et parce qu'on y croit et qu'on veut vraiment garder aussi ce leadership et qu'on se bat pour que ce dépistage puisse arriver pour tous les enfants, dans la mesure où le déficit immunitaire combiné sévère peut être fatal et est fatal dans la première voire deuxième année de vie, et on sait qu'on peut les traiter et que si on les traite très rapidement en dehors de toute infection et quand ils sont tout petits, on a une chance de guérison qui est de 95, presque 100%. Grâce à l'expérimentation de ce dépistage néonatal, 3 enfants ont pu être diagnostiqués et soignés à temps. Et nous rencontrerons justement dans une prochaine édition l'un de ces enfants atteints de cette maladie. L'actualité, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui du salon Tech Élevage aux Oudéries à La Roche-sur-Yon. 3 jours dédiés à ce qui se fait de plus innovant en matière d'élevage dans la région. Après une édition 2020 intégralement digitale, celle de 2021 revient donc avec le thème de la santé animale, celle des sols, mais également des éleveurs.
On rentre, comme le dit souvent le ministre de l'Agriculture, dans une troisième révolution agricole. C'est la révolution du numérique, de la robotique et de la génétique qui va nous permettre de franchir un nouveau cap. Et Tech Élevage s'inscrit totalement là-dedans, avec beaucoup d'innovation, avec de la robotique déjà un peu présente, de la cobotique également. On a vu ce matin la présentation d'un exosquelette, par exemple, pour accompagner les éleveurs pour la traite. Les robots qu'on a derrière sont quelque chose de formidable, mais d'autres éleveurs continuent à traire et les exosquelettes leur permettent de ménager leurs muscles, ménager leurs bras pour pouvoir traire. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon ce matin. Les robes noires s'opposent au projet de loi dit pour la confiance de l'institution judiciaire, alors porté par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Selon eux, le texte de loi menace la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. Demain, un juge d'instruction peut venir dans un cabinet d'avocats, peut saisir absolument tout, les correspondances, les notes, les courriers entre l'avocat et son client, sans aucune justification. Nous ne demandons pas que le secret couvre tout et que finalement les enquêteurs ne puissent pas mener leurs investigations et leurs missions, mais tout simplement qu'il y ait un contrôle du bâtonnier qui doit être présent et doit contrôler la légalité et la proportionnalité de l'enquête et de l'investigation. Le projet de loi doit être voté demain. Le bâtonnier de La Roche-sur-Yon a écrit aux députés vendéens pour leur demander de ne pas voter pour ce texte. Leur mandat, eux, durera au total 2 ans. Le nouveau conseil municipal des jeunes de Chaland vient justement de s'installer en mairie. Il s'agissait donc de leur première réunion officielle. 35 jeunes élus en classe de CM2 ou 6e avec un objectif en tête, faire entendre la voix des enfants dans la politique de la ville. En fait, ce que l'on veut, c'est tout simplement les inscrire dans une démarche citoyenne et participative, d'engagement également, puisqu'ils doivent connaître leur territoire, s'impliquer pour leur territoire, avoir des idées pour leur territoire, des projets, et puis vérifier aussi la faisabilité de ces projets, et puis leur donner l'opportunité de gérer un projet du début jusqu'à la fin avec l'étude, la présentation, à les convaincre, trouver le financement, le mettre en place, le suivi du projet, et puis aller jusqu'à l'inauguration du projet. En bref, les élèves du lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon ont reçu aujourd'hui la visite de Christelle Morancet. La présidente de la région poursuit sa distribution d'ordinateurs aux élèves de seconde et aux premières années de CAP. Au total, 48 000 ordinateurs seront fournis d'ici à la fin du mois de novembre. Une opération qui sera ensuite reconduite chaque année avec pour objectif que tous les lycéens des établissements publics et privés soient équipés d'un ordinateur d'ici 3 ans. Ouvrons à présent une page culture. 500 millions de livres vendus, traduits en 55 langues différentes. Sa notoriété n'est plus à prouver. Georges Simenon est désormais un nom reconnu du patrimoine littéraire international. Mais il fait aussi partie de l'histoire de Saint-Mémin. Il y a 80 ans, le père du commissaire Maigret venait s'installer dans la commune pour y rester plus de 2 ans. Grégoire de Châtillon est retourné sur les traces de l'auteur. Pendant 2 ans, entre 1942 et 1944, Georges Simenon occupe cette maison. Il a 39 ans quand il arrive à Saint-Mémin-le-Vieux. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa femme Tigui et de son fils Marc. À côté, dans cette maison, sont logés son jardinier et sa gouvernante. Myriam et Marcel Corta ont acheté cette demeure en 1983. C'est le notaire qui nous l'a appris au moment de signer l'acte. Qu'il y avait un homme illustre qui avait habité quelques années ici. Et on a su après que c'était Georges Simenon. Le couple s'est alors intéressé à la vie de cet auteur belge, le plus traduit dans le monde. Le matin, il se levait, il écrivait sur un cahier de brouillon avec des crayons de bois qu'il taillait avec un taille-crayon. Et puis l'après-midi, il était sorti, il rencontrait très facilement les gens de Saint-Mémin. Georges Simenon avait un très bon contact avec la population de Saint-Mémin. Précédemment installé à Fontenay-le-Comte, le père de Maigret s'intègre alors facilement dans la commune en bon campagnard. Il avait quelques animaux chez lui, dont une vache. Son loisir, c'était de retrouver les gens du village, les anciens du village, et puis pour prendre un verre ensemble à la cave. Alors ses amis à l'époque sont venus ici, Fernandel, Harry Bord. Voilà, donc il aimait les recevoir. L'écrivain qui côtoyait tout le monde participait souvent à la vente de charité sur la place de l'église au profit des prisonniers de guerre. Il savait faire parler les gens et se servait de ça
pour créer ses personnages. De nombreux romans sont nés à Saint-Mémin. En 2022, 80 ans après son arrivée, la petite commune du nord-est du département rendra hommage à Georges Simenon à travers de nombreuses animations. Cette année, La Roche-sur-Yon commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et ce week-end, la ville organisait justement sa dernière journée de commémoration. Pour l'occasion, un portrait grandeur nature de l'empereur a été dévoilé pour la première fois au public. Une toile commandée et peinte en 1853. Écoutez. Une toile exceptionnelle de Clémence Dimier qui présente Napoléon dans son habit de sacre et qui a une histoire assez singulière puisqu'elle a été, réalisée à la demande de la ville de La Roche-sur-Yon à une certaine époque, mais a été exposée à Longwood, dans la maison où est décédé Napoléon. Aujourd'hui, cette toile qui a été restaurée nous a été confiée par les services nationaux pour pouvoir l'exposer évidemment dans le musée de la ville de La Roche-sur-Yon. La météo, demain, le temps restera nuageux sur le département, mais quelques éclaircies devraient faire leur apparition dans l'après-midi. Pour les températures, comptez entre 7 et 13 degrés le matin, puis jusqu'à 14 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous demain dès 7h avec Alexandre Debray. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.